Oui, ok, très bien. Alors, je vais juste vérifier que je suis sur le bon Wi-Fi. Et puis, on va bien sûr faire des révisions parce que c'est un chapitre important, comme vous le savez. C'est lequel d'abord? C'est quel chapitre qu'on étudie? Aucune idée. Ok, ça démarre bien. Alors, le dernier qu'on a fait, C'est sur la vacuité. c'était du Mahayana. On n'avait pas commencé la vacuité selon l'école de la voie médiane. Si? Ok. Oui, d'accord. Ok, mais c'est quel chapitre du poème de Shantideva? Le 9, Le 9e. le chapitre 9. Ah oui, c'est D'accord. le 9e, évidemment. Très bien. Je me J'avais connecte pas sur compris. l'autre Wi-Fi. Si je suis figé 2 minutes, c'est normal, je me reconnecte sur l'autre Wi-Fi. Ça marche pas. Ça n'a pas marché. Et là, normalement, ouais, ça veut pas. Ça va? Ah si, ça marche? Ouais. Ça marche. Ok, très bien, on est connecté. On est interconnecté. Très bien. Ok. Donc en effet, on est dans le 9e chapitre de Shantideva. Oui, qu'est-ce que ça raconte ce texte-là? Bon, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Oui. Et donc ça fait suite à quoi? À quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? De quoi est-ce qu'on Au parle? Partita et celle d'avant, c'est la concentration. Oui, très bien. Ok. Et donc en effet, parce qu'on a besoin de la concentration et de la sagesse, c'est par exemple si on devait voir une fresque qui est dans l'obscurité, on a besoin de la lumière, oui, on a besoin d'une lumière suffisamment vive, ça c'est la sagesse, oui. Et cette lumière doit être suffisamment stable pour pouvoir montrer cette fresque dans l'obscurité. La stabilité, c'est la concentration, ouais. Mm. Très bien, et donc on a besoin bien sûr de maintenir cette lumière, on a besoin de notre bras, de notre corps, etc. Et ça, c'est tous les autres aspects du lamrim, ouais. Très bien, ok. Et donc, dans la tradition Nyingmapa, on décompose ces 9 chapitres, ces 10 chapitres du texte de Shantideva en 3, en fait. 3 pour expliquer comment faire générer bodhicitta. Ne pas la laisser dégénérer. Voilà, exactement, qui n'a pas été généré. Et ensuite, c'est quoi? Ne pas la laisser dégénérer. Là où elle Oui. a été générée. Exactement. Et ensuite? Et Et ensuite, de laisser s'accroître là. Et la faire s'accroître. Exactement, c'est exactement ce qu'on trouve dans cette strophe de dédicace. Chanjusen, Jori Brojema Kiban, Ankegurji, etc. Oui. Puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né, là où il n'est pas né, là où il est né, puisse-t-il ne pas décliner, mais toujours se répandre, toujours s'accroître. Ouais. C'est pourquoi on a 3 chapitres pour le développement de bodhicitta, 3 chapitres pour éviter que ça décline, 3 chapitres pour l'accroître. Et le dernier chapitre, le 10e, c'est la dédicace. Ouais. C'est une très bonne façon de résumer tout ça. Ouais. Waouh, très bien. Et donc, on a essayé de parler de la vacuité. Ouais, oui, un peu. un peu, un peu. Et donc, la vacuité, c'est quoi alors? Parce qu'il y a beaucoup de vacuité, par Ça exemple. dépend des écoles. Ça dépend. Ah, ça dépend des écoles. Et puis, il y a même des écoles où il n'y a pas de vacuité. Et il y a même des écoles qui ne parlent pas de vacuité. Ouais. Alors, ce serait lesquelles? C'est les nuls. Ah, ça commence bien. Ça commence bien. Dans le Hinayana, ils ne parlent pas de vacuité. Oui. Exactement, Bernard dit Hinayana ou véhicule fondamental, et Rosemary disait Vaibhashika Et Sotrantika. et Sautrantika, exactement. Ces 2 écoles de véhicule fondamental n'acceptent que le non-soi. Oui. Et en particulier le non-soi de la De personne. la personne. Et waouh, alors là, franchement, vous êtes balèze, hein. C'est super. Et ensuite, les écoles mahayanistes, qui sont Chittamatra et Madhyamaka, acceptent aussi le non-soi des phénomènes. Ouais. Oui. Très bien. Et donc, si on parle du non-soi des phénomènes, pour ces écoles, on va dire, c'est la vacuité. Ouais. C'est-à-dire que le non-soi des phénomènes, c'est la vacuité pour ces écoles-là. Oui. Ouais. Ok. Et en particulier, pour le Madhyamaka, on va dire qu'il y a les autonomistes
et les conséquentialistes. Il y a les swatantrika et les prasangika, Madhyamika, ouais. Mm. Et donc, pour les prasangika, le non-soi subtil, c'est la même chose que la vacuité. Mm. Ouais, c'est-à-dire le non-soi subtil de la personne et le non-soi subtil des phénomènes, c'est la vacuité d'existence inhérente de la personne et la vacuité d'existence inhérente des phénomènes. Mm. Ok, très bien. Mais la personne est un phénomène. Oui. Donc c'est pourquoi, quand on étudie par exemple le texte de Jumi Pam, le flambeau de la certitude, il dit que le non-soi de la personne, c'est une instance de la généralité non-soi des phénomènes. Ouais. Ça, c'est vraiment spécifique. Chez les Gelugpa, on ne va pas l'accepter comme ça. Ouais. C'est intéressant de voir ces différents points de vue. Ok, très bien. J'ai l'impression que... Non, non, il n'y a pas de souci. Ça ne me dérange pas, mais c'est pour toi. Non, 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 ça ne me dérange pas. Pas du tout. Non, non, ça ne me dérange pas. Garde, garde. Non, non, ça ne me dérange pas du tout. C'est pour toi. J'ai l'impression que ça te fait un lavage de cerveau de m'entendre deux fois. Ouais, non, un petit peu. Ok, C'est perturbant très bien. Non, là, ce sera plus facile pour Rosemary. Comme ça, elle m'entend directement. Ouais. Ok. Eh bien, ok. En effet, là, c'est beaucoup plus calme. Je vous vois pas, mais je suis là. Oui, Rosemary ne vous voit pas, mais elle est là. Hein. Faites attention à ce que vous dites. Ok. Très bien. Et donc, en effet, ce 9e chapitre est très important. C'est ce que dit Shantideva dès la première strophe. Il dit toutes ces branches mènent vers la vacuité, mènent vers la sagesse. Ça veut dire tout ce qu'il a mentionné jusqu'à maintenant, la perfection de générosité, d'éthique, de patience, d'effort enthousiaste, de concentration, etc. Tout ça, c'est pour mener vers la vacuité. C'est pourquoi le vénérable Geshe Damdul, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de lui, C'est lent. il dit que... il dit qu'il y a des voies qui libèrent et des voies qui mûrissent. Donc, c'est-à-dire que les voies qui mûrissent, ça veut dire que c'est tout ce qu'on fait, le renoncement, bodhicitta, la compassion, etc. C'est ce qui permet de mûrir notre esprit. Et les voies qui libèrent notre esprit, c'est la sagesse et la vacuité. Ouais. C'est une très bonne façon de résumer tout ça aussi. Ouais, ça vous parle? Ouais. Ok, super. Très bien. Et donc, bien sûr, Shantideva, il est considéré comme étant prasangika madhyamika. C'est le top du top, le top niveau de la philosophie bouddhiste. Oui. Oui. Ok. Et donc, il va bien sûr débattre avec d'autres tenants des vues bouddhistes. Mhm. Et donc, il a débattu avec qui, par exemple, dans ce chapitre? Oh, Les Svatantrika, je pense. Oh, mais Ouais. avant, les chats, je ne sais plus comment on les appelle, là, les mecs qui sont déistes. Oui. Ah oui, aussi, oui, tout à fait. Il débat non seulement avec des bouddhistes, mais avec des non-bouddhistes. Oui, c'est Ouais. ça. Il débat aussi avec des samkhya, par exemple. Samkhya. Tenants de vues non bouddhistes. Oui, les samkhya, ça veut dire samkhya en sanskrit, ça veut dire compter. Hein, c'est pourquoi on dit les énumérateurs. Mm. Jangchenpa en tibétain. Donc c'est les énumérateurs. Samkhya, ça veut dire compter, le nombre, etc., etc. Donc ils énumèrent tout l'univers en 25 catégories. Donc c'est pourquoi on dit c'est les énumérateurs. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Et bien sûr, il y a des vues samkhya qui sont théistes et des vues samkhya qui ne sont pas théistes. Ouais. Donc, Shantideva débat avec ces deux types de vues, les samkhya théistes et les samkhya non théistes. Ouais. Mhm. Donc, il essaie de trouver des arguments pour montrer que leur vue contient des failles, on pourrait dire. Ouais. Et il débat contre qui aussi? Les Svatantrika. Oui, Les autres en Les tout cas. Chittamatra. oui, exactement. Les fameux C'est-à-dire les autres mahayanistes. Oui, exactement, tout à fait. Donc, en effet, comme vous le savez, il y a les vues du véhicule fondamental, Vaibhashika et Sautrantika, qu'on a évoqué tout à l'heure. Mm. Et il y a les vues mahayanistes, Chittamatra Ouais. et Swatantrika Madhyamika. Ouais. Et parce que, comme on a dit, Shantideva est prasangika, donc il va débattre contre ces autres vues, avec ces autres vues. Ok, très bien. Et donc, c'était un petit peu compliqué quand on est arrivé au Chittamatra, c'était un peu compliqué parce qu'il y a cette auto-perception, l'autocognition, etc. Donc, c'est pas si simple. Mais vous avez retenu l'essentiel, non? C'est quoi? Ça veut dire quoi être Chittamatra? l'esprit seul. C'est l'esprit seul, oui, exactement. Et pourquoi est-ce qu'on dit l'esprit seul? Rien n'existe en dehors de l'esprit. Oui, exactement, tout à fait. Qualité, Wow. sujet, objet, c'est l'esprit qui Voilà. fabrique l'objet. Voilà. Exactement.
Waouh. Toujours aussi dur à comprendre. Hein. Ouais, ils prennent l'exemple du rêve. Oui, Ouais. oui, oui. Vous vous souvenez? Ouais. C'est-à-dire que Ouais. quand on rêve, il y a des empreintes qui germent et il y a bien sûr l'apparence onirique et la conscience onirique qui apparaissent en même temps. Hmm. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'abord l'éléphant onirique et ensuite la conscience qui rêve de l'éléphant onirique qui apparaîtrait après. Ça, c'est pas Mhm. possible. Ça, c'est coémergent, c'est coexistant. Ouais, ça vous parle? Oui, oui. Oui, très bien, exactement. Ouais, Nadou? Ouais, ok, super. Très bien. Et donc, c'est comme ça que les Chittamatra évoquent la réalité des choses au sens conventionnel. Ils disent qu'en effet, la table, les gens, etc., rien n'existe en dehors de l'esprit. C'est de la même entité que l'esprit qu'il appréhende. C'est ça qu'ils vont dire. Ok, donc Shantideva va essayer de contrer, va essayer de trouver des failles, même si c'est difficile de trouver des failles au Chittamatra. Ouais. Donc c'est pour ça que on peut faire une synthèse entre le Chittamatra et le Madhyamaka. C'est ce qu'on fait par exemple dans la tradition Nyingma, par exemple. On va faire une synthèse entre le Yogacara et le Madhyamaka pour essayer de faire une synthèse des deux et d'accepter l'absence d'existence véritable et au sens conventionnel de parler des choses du point de vue d'un yogi, par exemple. Ouais. Mhm. Donc c'est cohérent aussi, c'est une autre façon de formuler les choses. Donc c'est très intéressant. Ok, donc on a vu beaucoup de choses. Mhm. Ah oui. Donc on va essayer de continuer. Ouais. Très Oui. bien. Est-ce que, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des choses un peu compliquées, des choses sur lesquelles il faudrait revenir, ou est-ce que ça roule? Non, ça roule. Ok, très bien. Ok, génial. Très bien. Donc là, je crois que c'est à la page, pour moi, c'est à la page 116 normalement, différents degrés de la vacuité des personnes. Est-ce que c'est ça aussi pour vous? Non, 106. Ok. Ah ouais. Ok. Très bien. Ouh, ouais, ok. D'accord. C'est la vacuité selon l'école de la voie médiane, c'est ça? Différents degrés de la vacuité des personnes. Ok. Ah oui, d'accord. Oui, donc il y a beaucoup de différences Oui, il y a entre les 10 pages. pages normalement. Et en effet, comme vous l'aviez dit, on a vu en effet la compréhension de la vacuité par les prasangika et les swatantrika. Ok. Donc ça, il faut vraiment essayer de le comprendre. Est-ce qu'on l'avait évoqué ou la dernière fois? Est-ce qu'on avait été un petit peu dans les détails ou pas? Ben, on avait parlé des Svatantrika, il me semble, oui. Ok. Très bien. Très bien. Oui, des prasangika, des swatantrika, Oui. de l'existence véritable des uns des autres. Et puis, Oui. Les deux sortes de Svatantrika, les voilà. Yogacara et les Sautrantrika. Ok. Waouh, très bien. Waouh, c'est magnifique. Très bien. Mm. Donc, on va en reparler un petit peu. On va dire en effet que la définition d'un madhyamika, c'est quoi? Alors, c'est un mahayaniste, c'est-à-dire Oui. qui reconnaît le non-soi personnel et le non-soi des phénomènes. Oui. Et puis quoi de plus? Eh ben, Sinon, si on s'arrêtait de là, on dirait, il s'ensuit que Acharya Dharmakirti est Madhyamika. d'accord. Alors, non-soi de la personne, non-soi des phénomènes. Mahayana, c'est bodhicitta aussi. Oui. Je ne sais pas si Oui. c'est dans la définition. Voilà, ça c'est plutôt du point de vue du véhicule, du Oui, pratiquant de la oui, pratique. Oui. Et du qu'est-ce point de vue de la vue, en effet, Mahayaniste, ça veut dire qu'il accepte les deux non-soi, des personnes et des qui phénomènes, en effet. n'accepte pas d'existence véritable, même conventionnellement. Voilà, waouh, c'est magnifique. C'est splendide. Ouais, tout à fait. Donc ça veut dire un Madhyamika, c'est un tenant mahayaniste qui n'accepte pas l'existence véritable, même conventionnellement. Oui. Ouais, qui n'accepte pas l'existence véritable, même conventionnellement. C'est là où il y a le nœud du problème. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire l'existence véritable? Voilà, parce que c'est pas pareil pour tout le monde, quoi. Exactement. Ça veut dire qu'ils ne sont pas tous d'accord sur ce que veut dire existence Ah non. véritable. Exactement. Très bien. OK. OK. Donc, un Madhyamika doit nécessairement réfuter l'existence véritable. Mm. Donc, existence véritable a deux sens différents. C'est-à-dire que c'est grossier chez les Swatantrika et c'est plus subtil chez les Prasangika. Oui. Ouais. C'est-à-dire que chez les Swatantrika, les deux écoles, Swatantrika et Prasangika, vont dire qu'il y a une apparence d'existence inhérente. Par exemple, vous regardez une table, n'importe laquelle, vous regardez une personne, n'importe laquelle, elle semble exister de manière inhérente. Ouais. Elle semble exister de son propre côté. Ouais.
Les Swatantrika vont dire tout va bien. Mm. Et les Prasangika vont dire il y a quelque chose d'erroné. Rien n'existe de manière inhérente. Ouais. Et les Swatantrika vont dire puisque c'est une condition qui n'est pas défectueuse, on perçoit une table, la table donne l'impression d'exister de manière inhérente, tout va bien, la table existe de manière inhérente, conventionnellement. Ouais, Enfin, ils disent qu'il y a quelque chose du côté de l'objet, quoi. exactement. Ça veut dire que s'ils cherchent la table, ils vont trouver la table dans sa forme, par exemple. Mm. Ouais. Pas simplement la chercher dans une pièce. On la cherche dans une pièce, c'est une recherche conventionnelle. Maintenant, on dépasse la frontière conventionnelle et on cherche vraiment ce qu'est la table. On va trouver la forme de la table. On va dire c'est ça la table, c'est sa forme, c'est l'ensemble de ses parties, etc. Et donc les Swatantrika vont dire c'est ça la table, elle a une existence inhérente. Conventionnellement, tout va bien. Swatantrika, Sautrantika, parce que pas les autres. Si. Oui. En fait, même les autres, Ah, d'accord. même les Yogacaras Swatantrika vont dire ça. Ils vont dire qu'il y a une existence inhérente conventionnellement. Ouais. Par contre, il n'y a pas de dualité conventionnellement pour les Yogacaras. Voilà, d'accord, ok. Véritable, non? Hein? Alors voilà, c'est là où il faut sa distinction entre inhérente et véritable. Ça veut dire que les Swatantrika acceptent l'existence inhérente conventionnellement Ouais. et les Prasangika disent l'existence inhérente conventionnellement, c'est la même chose que l'existence véritable. Et ça n'existe pas du tout. Voilà. Ouais. Alors que les Swatantrika vont dire la table existe de manière inhérente conventionnellement, tout va bien. Si la table avait son existence inhérente sans dépendre d'une conscience non défectueuse, c'est là où elle aurait une existence véritable. Elle aurait une existence inhérente ultimement. Et ça, c'est pas possible. Ouais, Mm. ça joue? Pas trop, moi. Ok. J'ai lâché, là. D'accord. Donc, on va dire que les deux écoles, soit Tantrika et Prasangika, sont d'accord pour dire qu'il y a une apparence d'existence inhérente. Ouais. Dire, ok, il y a cette apparence-là pour les non-bouddhas, pour les non-éveillés. Ouais, très bien. Les Swatantrika vont dire, puisque c'est une conscience non défectueuse qui appréhende cette existence inhérente, et bien cette existence inhérente de la table existe. Oui, c'est qu'il y a quelque chose du côté de la table. Ouais. Exactement, tout à fait. Ouais. Très bien. Les Prasangika vont dire, il n'y a pas d'existence inhérente, donc c'est une apparence erronée. Tout à fait, oui. Les Swatantrika disent, ce n'est pas une apparence erronée, puisque la table existe de manière inhérente. Si on la cherche, on doit la trouver. Mm. Ouais. Si on la cherche dans ses parties, on doit la trouver. Mm. Les Swatantrika disent que la table a une existence inhérente conventionnellement, mais Oui. elle n'a pas d'existence inhérente ultimement. Ultimement. Ça veut dire sans dépendre d'une conscience non défectueuse. C'est ça. Oui. Si elle existait de son propre côté, sans qu'une conscience vienne valider cela, ce serait une existence véritable. Pourquoi? Parce que ce serait une existence inhérente ultimement. Voilà, ok. Ce serait plus simplement une existence inhérente conventionnellement, Mm. en dépendance d'une conscience non défectueuse. Ouais, Ok, ok, ok. ouais, ça joue? Oui, oui. Ah, magnifique. Très bien, et donc c'est très alambiqué cette notion d'existence véritable pour les Swatantrika. Ils vont dire, voilà, ça n'apparaît qu'à la conscience mentale, et c'est cette existence véritable, on la saisit de manière innée, mentalement bien sûr, on la saisit de manière innée, et ils disent c'est une existence véritable, c'est-à-dire que le phénomène existerait de manière inhérente, ultimement, c'est-à-dire sans dépendre d'une conscience qui valide cela. Ouais. Et donc les Prasangika arrivent et disent, mais ça c'est totalement philosophique. Comment est-ce qu'un animal pourrait saisir ce type d'existence véritable? Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas du tout mis le nez dans des bouquins de philo Mm. pourrait saisir l'existence véritable? Et donc, les Prasangika disent ça, c'est complètement alambiqué, c'est complètement philosophique. C'est pas la racine du samsara. La racine du samsara, ça doit être inné. Mm. Ouais? Oui, oui. Eh bien, ok. Mais en même temps, les Swatantrika disent, mais on ne dit pas que c'est la racine du samsara, puisqu'on dit que c'est le voile cognitif. C'est pas très grave. Ok. Très bien. Mais en tout cas, les Prasangika arrivent et leur disent, OK, votre table existe à 50% de son propre côté. Voilà, c'est ça. Ensuite, vous avez une conscience qui arrive et qui valide ça à 50%. Et donc là, vous avez une table qui existe de manière inhérente conventionnellement, vous avez une table qui existe à 100%. Ouais. Mm. Donc les Prasangika disent, votre table qui existe de son propre côté, c'est déjà à 100%, c'est déjà une existence véritable. Vous acceptez l'existence véritable sans même l'avouer. C'est ce que disent les Prasangika au Swatantrika. Mais attends, moi ce que je comprends pas, c'est que tu dis Osvatantrika, mais c'est Osvatantrika, Sotrantika. Parce que comment ils peuvent dire ça au Yogacara? Au Yogacara aussi, parce que les Yogacara, ils acceptent 3 voiles. Oui, Hein? Ils oui, acceptent le voile afflictif, pour le les voile cognitif ou Shravakas. grossier, Oui.
la dualité Oui. et le voile cognitif subtil, Oui. la saisie d'existence véritable. Oui. Donc les Yogacaras, ils sont Madhyamika, donc ils doivent réfuter l'existence véritable aussi, non? Ouais. Ouais. Ok. Et donc forcément, ils doivent accepter qu'on a une saisie d'existence véritable qui est innée. Mais les Prasangika disent que cette saisie d'existence véritable, elle n'est pas innée, elle est philosophique. Un bébé ne naît pas avec cette saisie d'existence véritable complètement alambiquée qui voudrait qu'une table existerait de son propre côté sans dépendre d'une conscience non défectueuse. Qui pense ça en réalité si on n'a pas mis le nez dans des bouquins? Personne. Ouais, donc c'est ce que disent les Prasangika. Les Prasangika disent la racine du samsara et le voile cognitif, etc., ça doit être inné, ça ne doit pas être philosophique. Ouais. Waouh. Très bien. Très bien. Ok. Et donc, ok, on va essayer de voir la suite. Très bien. Donc on a vu ça. Ok. Différents degrés de la vacuité des personnes. C'est là où on en est, ouais. Ok. Oui. Faisons une pause. Ouf. Et réfléchissons. Ah oui. Oui. Voilà. C'était une pause d'une demi-seconde. Et réfléchissons en prenant l'individu pour objet de notre analyse. Voilà, l'individu, la personne, voilà. Très bien. Sa vacuité peut être envisagée à plusieurs niveaux. Ça veut dire que son non-soi, on pourrait dire, son non-soi pourrait être envisagé selon plusieurs niveaux. Il y a plusieurs types de non-soi. Ouais, vous êtes d'accord? Le grossier et le subtil, c'est ça que tu veux dire Exactement, il y a grossier et subtil. Oui, on sait. Ouais. C'est-à-dire que si on parle de la personne, il y a un non-soi grossier et un non-soi subtil. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un non-soi grossier? C'est l'absence d'un soi grossier, Ouais. Oui. tout simplement. Jusque-là, Et ça va. qu'est-ce qu'un non-soi subtil? C'est l'absence d'un non-soi subtil. Jusque-là, tout va bien. L'absence d'un soi subtil. Ouais, c'est facile. Oui, d'un soi Donc subtil. là, la philo, c'est facile, non? Ok. Donc, ok, on va voir ce qu'a dit sa sainteté. Par exemple, nous pouvons le considérer comme dépourvu de réalité permanente, une et indépendante. Ça devrait vous parler. Ouais. L'individu ou la personne est dénué d'existence permanente, unitaire et autonome. Ouais. C'est gros. Exactement. Ça, c'est pour les Prasangika, c'est non seulement c'est grossier, mais en Ça plus c'est n'existe pas pour les philosophique. prasangika, parce que pour le grossier, c'est l'autosuffisant et substantiel pour les prasangika. Voilà, exactement. C'est-à-dire que les Prasangika vont considérer que un soi permanent, unitaire et autonome, c'est grossier. C'est tellement Voilà. grossier que c'est philosophiquement acquis. C'est même pas inné. Voilà. Ouais. Ok. Et donc, pourquoi est-ce que parmi les tenants non bouddhistes, on acceptait à l'époque l'Atman? Ouais. L'Atman, Atman, ça veut dire âme, individu, en soi, etc., un soi, etc. Pourquoi ils acceptaient ça? Pourquoi ils acceptaient une personne qui serait permanente, unitaire et autonome? Parce que la plupart d'entre eux acceptaient le karma. Ouais, les non-bouddhistes, à l'époque, du temps du Bouddha, et même avant. Ils acceptaient le karma. Donc ça veut dire que si vous avez, il y a par exemple une ère cosmique par le passé, vous avez accumulé un acte, et maintenant aujourd'hui vous accumulez, vous éprouvez le fruit de cet acte. Ouais. Donc les non-bouddhistes disaient, si la personne n'était pas permanente, elle changerait, elle disparaîtrait, et donc le karma se perdrait. Ouais. Ouais. Donc c'est pourquoi elle devait accepter que la personne, pour les non-bouddhistes, acceptaient que la personne était permanente. La personne devait ne pas changer pour que celle qui accumule le karma doit être exactement la même personne qui éprouve les fruits du karma. C'était pour ça. Ouais. Et ensuite, unitaire et autonome, bah, il fallait que la personne soit dénuée de parties, qu'elle soit incomposée, etc., etc. Ok. Mais est-ce qu'une personne est permanente? Apparemment pas. Ah non, il est impermanent parce que c'est une chose. Oh, alors ça, c'est une bonne raison en donnant un équivalent. Ouais, c'est pas mal. Ok. Donc, si c'est impermanent, c'est nécessairement une chose. Si c'est une chose, c'est nécessairement impermanent. Oui, tout à fait. Ok. Si c'est une chose, c'est nécessairement impermanent parce que? Si c'est une chose, c'est nécessairement impermanent parce Parce que? que impermanent, ça veut dire phénomène qui existant. C'est une base commune entre existant et non instantané. Parce qu'issu de causes et de conséquences. Ah oui, on a des réponses similaires chez Laurence et Rosemary. Rosemary disait parce que c'est composé, donc causalement composé, ouais. Parce que c'est produit. C'est impermanent parce que c'est produit. Si c'est produit, c'est nécessairement impermanent, ouais. Ça veut dire que la production
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cause elle-même, l'entité même de la cause doit se transformer pour donner son effet. Mhm. Donc, si la cause se transforme pour donner son effet, comment son effet, lui, ne pourrait pas se transformer? Il doit nécessairement se transformer, il doit nécessairement changer d'instant en instant. Ouais. Ouais, Oui. ça vous parle? Oui. Ok, très bien. Ok, donc la personne est nécessairement impermanente. Pourquoi? Parce qu'elle est produite. Ouais, ça, c'est une raison valide. Ok, très bien. De quoi est produite la personne? Et produite. Ce ne sont des agrégats. Oui. Alors, si on dit que la personne est produite par De ses toutes les agrégats, parties de ces agrégats. ça voudrait dire que les agrégats précèdent la personne, parce que Non, ce elle sont est les pas, causes de elle la est pas personne. butée sur ces agrégats, elle n'est pas produite. Habiter son corps et ses agrégats. Exactement, tout à fait. Forme En effet. négligente. Oui, ok, très bien. Ok. Ok. Donc, de quoi est produite la personne? C'est facile, non? De quoi est produite la personne d'aujourd'hui? De la personne d'hier. De la personne d'hier, par exemple. Comment d'avant, oui. C'est facile, non? Oui. Ok. C'est ça. Donc, Allez, c'est pas compliqué la philo, hein, finalement. Ah non, c'est bien. Jusqu'ici, ça va. Ok. Donc, la personne de mercredi est produite par la personne de mardi, ouais? Ouais. Ok. Par la personne de mardi dernier, on pourrait dire. Ok, donc c'est pas grave. Très bien. Ok. Donc, la personne ne peut pas être permanente, unitaire et autonome. Très bien. Non. Donc, ça veut dire qu'on doit nécessairement réfuter cet Atman. Et donc, c'est pourquoi en sanskrit, c'est l'anatman. Oui, l'absence d'Atman. L'anatman. Et ça, c'était révolutionnaire à l'époque. C'était vraiment révolutionnaire parce que l'Atman était considéré partout comme étant un fait établi. Et même en Occident, tout le monde adhère à une forme d'entité qui survit à la mort, etc., etc. De Mhm. manière Ça, générale. c'est réfuté par toutes les écoles bouddhistes, ça. Exactement. Hein? C'est-à-dire que quand on a les 4 premiers aspects de la première noble vérité, impermanence, souffrance, vide et non-soi, vide, ça veut dire réfuter la personne permanente, unitaire et autonome, pour la plupart des écoles. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que pour les Prasangika, eux, ils prennent, enfin, bien sûr qu'ils le réfutent, mais pour eux, c'est tellement grossier et tellement philosophiquement acquis qu'ils prennent même pas, ils se prennent pas trop le chou à le réfuter. C'est tellement évident que, Ouais. ok, très bien. Et ensuite, comme dit sa sainteté, ok, il y a un niveau plus subtil. L'individu peut aussi être considéré comme dépourvu de réalité autosuffisante et substantielle. Alors là, on en a plein la bouche. C'est comme le banophilie. Pareil. On en a Qu'est-ce que ça veut dire? La substantielle, ça veut dire qu'elle est pas substantielle, c'est-à-dire qu'elle est imputée sur ces agrégats. Oui, exactement. Oui, Oui, c'est pas le chef des agrégats, Et oui. autosuffisant, voilà, c'est. De, de patron. voilà, exactement. Très bien. Donc, autosuffisant et substantiel, si on prend autosuffisant, ça veut dire que, comme dit Venerable Geshe-Nanda, il dit par exemple, quand vous avez le pilote d'avion dans l'avion et les passagers, si les passagers sautent en parachute, le pilote peut continuer son voyage. Ouais. Par contre, si c'est le pilote qui saute en parachute, les passagers vont avoir un problème. Ouais. Et donc, ça veut dire que les passagers sont plus dépendants du pilote que le pilote n'est dépendant des passagers. Ouais. Mhm. Ok. Là, c'est pareil pour le moi, le soi, on va dire inné, la saisie d'un soi inné. Cette saisie considère que le soi est le patron des agrégats, le boss des agrégats, est plus indépendant par rapport aux agrégats que les agrégats seraient indépendants par rapport à la personne. Ouais, c'est-à-dire, considère simplement que le corps et l'esprit dépendent plus de la personne que la personne ne dépend d'eux, Mhm. comme le pilote de l'avion et les passagers de l'avion. Ouais. Ouais. Wow, très bien. Et on a ce sentiment de manière innée. Si on demande de remplacer notre corps complètement impur, contaminé, qui tombe malade facilement, etc., contre le corps d'une déité de longue vie, par exemple, qui tombe jamais malade, qui est rayonnante, etc., on dirait oui. Enfin, moi, je dirais oui. Et si on demande de remplacer mon esprit ordinaire, complètement puéril, etc., contre l'esprit de Manjushri, le Bouddha de sagesse, je dirais oui aussi. Ouais, ça veut dire que j'ai l'impression que si on changeait toutes les pièces, je survivrais à toutes ces pièces qui seraient changées. Je serais toujours la même personne. Ouais. Ouais, c'est ça, être autonome, avoir l'impression d'être autonome. Ouais. Et il y a un point intéressant, c'est que Shankar Pedogé, dans son texte sur les écoles philosophiques, dit que si la personne était autonome par rapport aux agrégats, il s'ensuivrait à l'absurde qu'elle serait permanente. Ça, c'est intéressant aussi. C'est intéressant. OK. Et donc, on a dit autosuffisant et substantiel. Substantiel, ça veut dire que la personne donne l'impression
de pouvoir apparaître sans dépendre des agrégats. Ouais. Alors qu'en réalité, quand on voit quelqu'un, qu'est-ce qu'on voit? Ses agrégats, son corps, sa voix, son... Exact. Une Exactement. partie des ag- On voit une partie des agrégats. On ne voit pas tous les agrégats, sauf si la personne est clairvoyante et voit l'esprit de quelqu'un, etc. Mais si ce n'est pas le cas, cette personne voit une partie des agrégats, voit la surface du visage, etc., etc. Et en voyant la surface du visage, on dit j'ai vu un tel. Mais cette personne n'est pas son visage. Mhm. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'on voit la personne en dépendance de ce qui n'est pas la personne. C'est ça un phénomène imputé. Alors que nous, on a l'impression du contraire. On a l'impression que la personne est substantielle, qu'on voit la personne sans dépendre de ses agrégats. Mhm. Ouais, ça va? Ouais. Waouh, c'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Pour l'instant, ça va. Jusqu'à Ok. là. Et donc, si on dit que pour toutes les écoles philosophiques bouddhistes, sauf le Prasangika, on dira que cette saisie d'un soi autosuffisant et substantiel de la personne, c'est un voile afflictif. C'est ce qui empêche le nirvana. Mhm. Si on dit ça, ça va. On comprend déjà que c'est un gros problème pour la plupart des écoles philosophiques bouddhistes de dire que la personne aurait un soi autosuffisant et substantiel. Ils vont dire qu'ils vont le réfuter. Donc c'est pour ça que quand on a les 4 aspects de la première noble vérité, impermanence, souffrance, vide et non-soi, vide, c'est l'absence de personne permanente, unitaire et autonome. Mhm. Soi, ça va être absence de personne autosuffisante et substantielle. Ouais. Ouais. Pour toutes les écoles, sauf Prasangika. Ouais. Ok. Très bien. Et donc, les Prasangika disent que c'est aussi un problème. La saisie d'un soi autosuffisant substantiel, c'est aussi un problème. Ça engendre aussi des afflictions, mais ce n'est pas la saisie la plus subtile. Ouais. C'est-à-dire que si on ne réfute que ce soi autosuffisant substantiel pour les Prasangika, on n'a retiré qu'une partie du problème, la partie superficielle du problème. Mhm. Ouais. On n'a pas retiré la partie la plus subtile. Ok, donc c'est pour ça, SMT va continuer à dire, ok, substantiel, autosuffisant et substantiel, et aussi comme dépourvu d'existence véritable. Waouh. Ou enfin, comme dépourvu d'existence intrinsèque. Donc là, on a 2 trucs différents. Inhérente. Ouais. C'est-à-dire que la personne dépourvue d'existence véritable, ça va être les swatantrika. Mhm. Les swatantrika madhyamika. Parce que les swatantrika madhyamika, comme on l'a dit, vont considérer qu'il n'y a pas d'existence véritable, ni des tables, ni des personnes. Mhm. Ouais. Donc une personne n'existe pas de manière véritable. Elle n'existe pas de manière inhérente, ultimement. Elle existe de manière inhérente conventionnellement, parce que c'est swatantrika, ouais. Ouais. Donc elle n'existe pas de manière inhérente ultimement. Et donc ne pas exister de manière inhérente ultimement, ça veut dire ne pas exister de manière véritable. Mhm. Waouh, magnifique. Et donc les swatantrika vont dire que cette absence d'existence véritable de la personne, c'est le non-soi des phénomènes de la personne. Ouais. Parce que absence d'existence véritable, c'est un non-soi des phénomènes pour les swatantrika. Ok, ça c'est juste un détail. Et enfin, Sasanté dit, ou enfin comme dépourvu d'existence intrinsèque. Et ça, c'est la vue prasangika. Ça veut dire Ouais. que pour les prasangika, si on veut éliminer la racine du samsara, il faut éliminer cette saisie innée d'existence intrinsèque de la personne et des phénomènes. Oui. Oh. Et là, on a enlevé exactement ce qu'il fallait enlever. Si on élimine l'existence inhérente, on fait une ablation, on élimine exactement ce qu'il faut éliminer, ni plus ni moins. C'est la vacuité. La vacuité égale la voie médiane. Ouais. C'est-à-dire que c'est le juste milieu entre l'absolutisme et le nihilisme. Pour les prasangika, si on ne réfute que l'existence permanente, unitaire et indépendante, ou si on ne réfute que la réalité autosuffisante et substantielle, ou si on ne réfute que l'existence véritable des swatantrika, on élimine trop peu. Mhm. Ouais. C'est-à-dire qu'il reste la partie la plus subtile du problème. Il reste la saisie d'existence inhérente. Ouais. Et pour les prasangika toujours, si on élimine l'existence conventionnelle du soi, si on élimine la personne conventionnelle, on élimine trop. Ouais. On réfute trop. On coupe le bras au lieu de couper juste ce qu'il fallait. Mhm. Oui. Waouh, c'est super. Bravo, bravo. Très bien.
Et donc, sa synthèse continue, il dit ainsi la vacuité d'un seul phénomène tel que la personne peut s'appréhender à différents niveaux avec des degrés de subtilité différents. Ouais. Parce que le Bouddha a parlé d'une manière générale, il a dit il n'y a pas de soi, etc. Mais après, les disciples du Bouddha ont dit ok, mais ça veut dire quoi, soi? Quand on dit il n'y a pas de soi, de quoi est-ce qu'on parle? C'est ça qui est intéressant. Ok, donc sa sainteté continue, il dit la conception d'un moi impermanent et indépendant est celle de l'Atman, ou le moi, en réalité, c'est plutôt aham en sanskrit pour dire moi, je, etc. Et Atman, c'est plutôt le soi, en fait, ça veut dire soi en réalité. Mais c'est similaire. En fait, moi, soi, je, personne, individu, c'est équivalent. Ouais. Donc ça existe conventionnellement. Ouais, très bien. Ok. Et donc, sa synthèse dit la conception d'un moi impermanent et indépendant est celle de l'Atman, ou soit établie par les écoles non bouddhiques. Ça veut dire que les écoles non bouddhiques acceptent la personne qui aurait un soi permanent, unitaire et autonome. Par les traditions indiennes classiques. Ce moi est considéré comme existant indépendamment des agrégats physiques et mentaux, et donc conçu comme un contrôleur ou un gouverneur de l'individu doté d'une réalité substantielle. Ok. Ouais, exactement. Et donc, c'est ça qu'il faut réfuter. Donc, la réfutation de cette conception correspond à un niveau de vacuité. Bien sûr, les prasanghikas vont dire que la vacuité, c'est le non-soi le plus subtil. Quand c'est un non-soi grossier, c'est un non-soi grossier, on ne va pas l'appeler vacuité. C'est pas très grave. C'est quand même une absence, une vacuité. À un autre niveau, on considère l'absence ou la vacuité de l'individu en tant que base ou référent véritable du terme de personne. Donc, bien que l'individu soit le référent du mot personne, il ne n'est pas intrinsèquement indépendant du langage et de la pensée. Donc ça, c'est les Chittamatrins. Les Chittamatrins, ils acceptent la non-dualité, bien sûr, et il y a un corollaire de ça, c'est la Matsongkhapa qui l'a montré dans les textes, en montrant qu'en effet, le corollaire du non-soi des Chittamatrins, c'est de dire que la table, on l'appelle table, vous êtes d'accord? Mais on ne l'appelle pas table en Angleterre, par exemple, ou en Allemagne, ou ailleurs. Ça veut dire que la table n'est pas intrinsèquement la base de la désignation table. Si la table était intrinsèquement la base de la désignation table, n'importe quelle personne de n'importe quel pays devrait l'appeler table. Oui. Ouais. Wow, très bien. Et donc ça, c'est un corollaire pour les Chittamatrins de la non-dualité, puisqu'il n'y a pas de phénomène qui serait une entité différente de la conscience qui l'appréhende. Et bien, les phénomènes qui sont appréhendés par ces consciences-là ne sont pas intrinsèquement les bases de désignation. Ouais, des termes qui leur sont attribués. Ok, très bien. Donc ça, là, sa sainteté ne dit pas explicitement c'est la vue du Chittamatra, mais il faut le comprendre comme ça, normalement, j'imagine. Ok. La corrélation entre l'individu et le mot personne n'apparaît que par convention. Ça, c'est toujours les Chittamatras. On considère ensuite la vacuité de la personne existant réellement, telle qu'elle est définie par les Swatantrika, comme existant réellement, comme existant véritablement, comme on l'a vu. Enfin, au niveau le plus subtil, on considère la vacuité de l'existence intrinsèque de l'individu qui réfute tout degré d'identité intrinsèque. Ça veut dire quoi exister de manière intrinsèque? De son propre côté. De son propre côté, ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les non-prasanghikas, comme on l'a vu, s'ils cherchent la table, pas dans la pièce, parce que s'ils cherchent la table dans la pièce, où est-ce que j'ai posé ma table, c'est une recherche, c'est une recherche quoi? Conventionnelle ou ultime? Conventionnelle. C'est conventionnel, exactement, tout à fait. Et donc, ça veut dire que la table a été trouvée dans la pièce parce qu'elle est dans la pièce. Une fois qu'elle est trouvée dans la pièce, elle est observée par une cognition valide conventionnelle. Ouais. Donc, elle existe conventionnellement. Ouais. Ok. Maintenant, si on ne se satisfait plus de ça, de cette observation conventionnelle de la table, et qu'on dit mais c'est quoi en fait une table? Et qu'on cherche où est la table, dans ses parties, dans ses molécules, etc. Est-ce qu'on la trouve? Et non. Ok. Qui dirait oui? Ok, donc on a plusieurs prasanghikas ici. On a plusieurs prasanghikas dans la salle. Et ici aussi. Ok. Donc pour les autres écoles, on doit trouver quelque chose. Pour les autres écoles, si on ne trouve pas la table dans ses parties, si on ne la trouve pas de son propre côté, ça revient à dire elle n'existe pas du tout. Ouais. Oui.
Ok. Et pour les Prasangika, ils disent on ne trouve pas la table dans ses parties constituantes, elle n'existe pas de son propre côté. Simplement le fait de la trouver conventionnellement suffit pour établir son existence. Ouais. Il n'y a pas besoin de la trouver ultimement. Ouais. Oui, oui. Ah, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Ok. Très bien. Très bien. On considère ensuite la vacuité de la personne, ok. Enfin, au niveau le plus subtil, on considère très bien. L'absence d'existence intrinsèque, ça veut dire intrinsèque, inhérent, absolu, de son propre côté, dans sa base d'imputation, sans dépendre d'une simple désignation conceptuelle, c'est équivalent et c'est bien sûr réfuté. Ouais. Ainsi, pour une seule entité, la personne, nous distinguons 5 niveaux d'appréhension du non-soi, de la vacuité. À l'opposé, on distingue 5 niveaux de réification erronée, on pourrait dire de réification fausse. Ces 5 niveaux vont du niveau le plus grossier au niveau le plus subtil. Ouais. Donc, c'était quoi ces 5 niveaux? C'est ce que j'avais demandé. C'est plus rapide. Bah, est-ce que c'est 5 niveaux par rapport aux écoles, par rapport aux Vibhashika, par rapport Oui. à ça? Donc les Vibhashika, ils vont la trouver dans ces atomes et dans ces instants de conscience, par exemple. Alors, c'est lié à ça, mais c'est plutôt les 5 niveaux qu'on vient d'évoquer, en fait, les différents niveaux de soi, Alors le soi, du plus grossier au plus subtil. donc Oui. l'autonome, l'unitaire autonome et indépendant, unitaire et autonome, ça c'est le 1. Voilà, permanent, unitaire et autonome, c'est le niveau le plus grossier. Ouais. Autosuffisant et substantiel, C'est le numéro 2. on en a 5, c'est tard de sort. Alors, Et là, il n'y a pas de non. pas d'existence intrinsèque, c'est pas possible. Donc, ça, c'est le Pas tout dernier. d'existence véritable. Pas d'existence véritable. Véritable, ok. Ok, ça fait 3. Ouais. Il y a la non-dualité et La Voilà. non-dualité, ça fait 4 et la non-intrinsèque, ça fait 5, c'est ça. Voilà, exactement. Donc, ça veut dire que le niveau le plus grossier de la saisie d'un soi des personnes, ça veut dire considérer que cette personne serait permanente, unitaire et autonome. Ouais. Permanente, sans partie, et autonome par rapport aux agrégats ou autonome par rapport à des causes et conditions. C'est pour ça que Giancarlo Pedroche dit que la personne serait permanente, si on dit autonome. Ouais. Ok, très bien. Et donc ça, c'est le niveau le plus grossier. Ensuite, plus subtil, on a dit autosuffisant et substantiel. La personne serait le boss des agrégats, serait plus importante que le tout serait plus important que l'ensemble de ses parties, en fait. d'une certaine manière. Ok. Et ensuite, bien sûr, il y a la dualité aussi. C'est-à-dire pour les Chittamatrins, il y a la dualité et ce qu'on a évoqué comme étant l'absence pour un objet d'être intrinsèquement la base de désignation de l'appellation qu'on lui attribue. Mhm. Ouais, c'est ça qu'a mentionné sa sainteté. C'est un corollaire de la dualité, ouais, ou de la non-dualité des Chittamatrins. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, une table, si elle était intrinsèquement la base d'imputation de terme table, tout le monde l'appellerait table. Mhm. Ouais, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que la table n'est pas intrinsèquement la base de désignation de l'appellation table. Et pour une personne, c'est pareil. Une personne n'est pas intrinsèquement la base d'imputation de l'appellation personne. Mhm. Ouais, donc ça, c'est le 3e niveau. Mhm. Et le 4e, c'est L'existence véritable. exactement, c'est l'absence d'existence véritable de la personne. La personne n'existe pas de manière inhérente, ultimement, sans dépendre d'une conscience non défectueuse. Mhm. Et l'absence d'existence inhérente, c'est le niveau le plus subtil. Il n'y a pas plus subtil, c'est les Prasangika. Mhm. Waouh, 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 waouh. Ok, là, il y a du lourd. Là, là il y a des étudiants. Ok. Très bien. C'est magnifique. Ok. Où est-ce qu'on en était? Très bien. 5 niveaux de réification fausse. Ces 5 niveaux sont du plus grossier, le plus grossier au niveau le plus subtil. De même, nous pouvons établir différents degrés d'émotions perturbatrices, les différents degrés d'affliction. La colère, la haine, l'attachement, la jalousie, correspondant au degré de réification des personnes. Ouais. Ok, ça veut dire qu'on peut avoir des afflictions extrêmement grossières. Par exemple, imaginons quelqu'un critique notre corps, par exemple. Si on s'identifie à notre corps, forcément, on va être en colère. Alors qu'on n'est pas notre corps. Personne n'est son corps.
Si quelqu'un était son corps, on ne pourrait pas dire cette personne est intelligente, cette personne est joviale, etc. C'est pas possible. Un corps n'est pas intelligent, un corps n'est pas jovial. Ouais. Donc la personne ne peut pas s'identifier à son corps. On s'identifie à notre corps de manière innée, mais la personne ne peut pas être son corps. Et la personne n'est pas son esprit. Ouais. Mais ça peut être une affliction très grossière d'être en colère parce qu'on critique notre esprit ou on critique notre corps alors qu'on n'est ni l'un ni l'autre, tout simplement. Ouais. Ok, très bien. Ok, ça c'est super. Ça veut dire que on a des afflictions qui sont des plus grossières aux plus subtiles en fonction de ces saisies des plus grossières aux plus subtiles. Alors, on peut avoir des afflictions acquises, philosophiquement acquises. Par exemple, si on considère que notre soi serait permanent, unitaire et autonome, et que quelqu'un viendrait critiquer ce soi permanent, unitaire et autonome, ça pourrait engendrer de la colère, de l'aversion, etc. Ouais. Et aussi, comme dit sa sainteté dans certains enseignements, elle dit qu'il y a des afflictions extrêmement comment dire, acquises. Par exemple, si quelqu'un a un meilleur portable que nous. À l'époque, ça n'existait pas. Du temps du Bouddha, ça n'existait pas. Maintenant, on peut avoir une affliction par rapport à quelque chose de complètement acquis. Ouais. De manière innée, tout le monde s'en fout du téléphone. Okay. Très bien. Donc, ce qui est affirmé dans ces stances du Bodhisattva Shantideva, c'est que la compréhension des émotions et des pensées perturbatrices, donc des émotions perturbatrices et des pensées perturbatrices, selon le véhicule fondamental, est relativement grossière et incomplète. Une personne qui n'a surmonté que ce degré d'émotion et de pensée perturbatrice ne peut pas être qualifiée d'arat, c'est-à-dire être considérée comme un être libéré du cycle des existences. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, c'est comme si on avait, par exemple, une tumeur à 5 couches. On a une tumeur à 5 couches, on enlève que la première couche superficielle, qu'est-ce que ça va faire? Rien. Ouais. C'est-à-dire qu'on sera libéré des problèmes liés à cette couche superficielle, et c'est tout. Si on enlève la seconde couche, on sera libéré des problèmes associés à la seconde couche. Mais est-ce qu'on sera libéré des problèmes associés à la troisième couche? Non. Donc, il faut éliminer toutes les couches du problème de notre racine, la racine de l'ignorance, la racine du samsara. Il faut la trancher à la racine. Il faut éliminer la saisie la plus subtile. Si on élimine quelque chose de grossier, on élimine des afflictions par rapport à ce truc grossier, mais on n'aura pas éliminé les afflictions subtiles. Et comment est-ce qu'on peut être appelé un arat, quelqu'un qui a obtenu le nirvana, si on a encore des afflictions subtiles? C'est pas possible. Quelqu'un qui a obtenu le nirvana, c'est quelqu'un qui a obtenu les vraies cessations dans leur entièreté. C'est-à-dire qu'il a éliminé toutes les afflictions et leurs graines, des plus grossières aux plus subtiles. Si chez cette personne reste des afflictions subtiles, elle ne peut pas être appelée un arat. Elle ne peut pas être nirvané, tout simplement. Ouais, ouais, ça vaut pas? Oui. Ceux qui obtiennent la libération dans le véhicule, dans le pratimoksha, ils n'ont pourtant pas enlevé la couche la plus subtile, alors donc ils n'ont pas le nirvana. Alors ça dépend. Ça dépend si on parle de quelqu'un qui est entré dans ce véhicule parce que cette personne voulait la libération personnelle. Donc, cette personne entre de ce véhicule le pratimoksha, la libération individuelle, la libération personnelle. Et cette personne va entrer dans ce véhicule, parcourir ce véhicule, mais après qu'elle ait la vue de cette personne, c'est là où ça va faire la différence. Oui. Et ça veut dire, à ce moment-là, ça voudrait dire que les Vaibhashikas, par exemple, ils ne peuvent pas obtenir le nirvana. Exactement, si on a la vue Vaibhashika. Alors, si on est Vaibhashika, on va considérer qu'on peut. Non, si on a la vue Vaibhashika, pas si on est Vaibhashika avec... Si on a la vue Vaibhashika, on va considérer que le Bouddha est Vaibhashika. Et donc, on peut obtenir l'éveil avec la vue Vaibhashika. D'accord. Oui, nécessairement. Mais si on regarde un Vaibhashika avec les yeux d'un Prasangika, on va dire que cette personne ne pourra jamais obtenir l'éveil. Et exactement comme dit Rosemary, parce qu'elle n'enlève que la première couche. Voire la deuxième. On va dire que oui, les Vaibhashika et Sotrantika, ils enlèvent jusqu'à la deuxième. Mais en effet, comme dit Rosemary, ils n'élimineront que les couches superficielles. Et donc, comment est-ce qu'ils pourront obtenir l'éveil? Donc, si on regarde un Vaibhashika avec les yeux de Arianagarjuna, on va dire ce Vaibhashika n'obtiendra ni la libération ni l'éveil. Il faut que cette personne passe à une vue plus subtile. Finalement, ça dépend de l'interprétation des paroles du Bouddha, quoi. Exactement, tout à fait. D'accord. Et donc, c'est pour ça, par exemple, dans
un super texte qui est traduit en anglais dans Cutting Through Appearances, qui est vraiment super. C'est le Bukta Rinchen Chanwa de Konsho Jime Wangpo. Il dit que c'est tellement utile d'avoir ces vues philosophiques qu'il ne faudrait pas dénigrer les plus basiques sous prétexte qu'on maintient une vue plus subtile. Ça veut dire qu'on ne critique que des vues, on les remet en question pour mieux comprendre les vues plus subtiles, tout simplement. On ne dit pas que c'est totalement inepte, ou que ce ne serait pas la parole du Bouddha, etc. Pas du tout, on ne fait pas ça. On dit, on prend des points de vue qui seront certainement acceptés ailleurs. Par exemple, il y a des choses qui sont affirmées par les Vaibhashika qui vont être acceptées par les Prasangika, par exemple. Pourquoi pas. Et aussi des vues acceptées chez les Sutrantika et Chittamatrin, etc. On va les accepter ailleurs, mais beaucoup de choses vont être mises en question. Ouais. Waouh, c'est magnifique. Ok. Très bien. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou est-ce qu'on peut terminer le passage? Dans les débats, justement, on a parlé des Prasangika qui ont une vue sur les Vaibhashika, mais l'inverse, qu'est-ce qu'ils en pensent, les Vaibhashika des Prasangika? Ah, ben justement, si par exemple, on prend le... Merci. Si on prend... Merci d'avoir éteint ton tracteur. Si on prend le chapitre 24 du Madhyamaka Shastra de Arya Nagarjuna, par exemple, le chapitre qui analyse les 4 nobles vérités, il prend le point de vue des Vaibhashika et des Sutrantika. Et donc, il leur fait dire, OK, les Vaibhashika et les Sutrantika s'adressent à Arya Nagarjuna, s'adressent aux Prasangika, et disent, si vous acceptez la vacuité, vous dénigrez la causalité, vous dénigrez les 4 nobles vérités, et donc vous fermez la porte à l'obtention des 3 joyaux, aux Arhat, aux Arya, etc. Tout ça, c'est impossible. Parce que vous affirmez la vacuité. C'est-à-dire que les Vaibhashika et les Sutrantika vont considérer et d'ailleurs, on pourrait extrapoler et dire tous les non-prasangika vont dire que les prasangika sont nihilistes. Tous les non-prasangika vont considérer les prasangika comme nihilistes. Et bien sûr, les prasangika voient les autres comme étant essentialistes, absolutistes. Forcément, puisque le curseur se déplace à chaque fois. Ouais, ça veut dire que pour les prasangika, les autres ne réfutent pas assez, ne réfutent que les couches superficielles. Et donc, forcément, les autres disent aux prasangika, vous coupez le bras tout entier. Parce qu'ils n'ont pas compris la vue de Arya Nagarjuna. Et Arya Nagarjuna leur répond dans ce même chapitre, il leur dit, si vous n'acceptez pas la vacuité, vous fermez la porte aux 4 nobles vérités, à la causalité et aux 3 joyaux, etc. Parce que si tout était doué d'existence inhérente, comment est-ce que la causalité pourrait fonctionner? C'est-à-dire que l'existence inhérente, ça veut dire l'existence indépendante. Ouais. Ça veut dire qu'un effet existerait de manière inhérente. C'est-à-dire que les vraies souffrances, qui sont les effets des vraies origines, les vraies souffrances existeraient de manière inhérente, existeraient de manière indépendante. Quel besoin aurait-elle d'avoir besoin des vraies origines? Ouais. Si un effet existe de manière indépendante, comment est-ce qu'il pourrait dépendre de cause? Et donc, c'est ce que dit Arya Nagarjuna. Elle leur dit, vous réfutez la possibilité de la causalité, la possibilité de l'obtention de la réalisation des 4 nobles vérités, les 3 joyaux, etc. Si vous réfutez la vacuité, parce que réfuter la vacuité, ça veut dire affirmer l'existence inhérente, affirmer l'existence indépendante. Ouais? Ouais. Oh, ça c'est magnifique. Franchement, c'est très utile. Très utile. Ok, très bien. Ok, on va essayer de terminer ce chapitre, ce passage en tout cas. Ok. Ne peut pas être qualifié d'arahat, c'est-à-dire être considéré comme un être libéré du cycle des existences. Shantideva montre que tant qu'un individu, même dégagé des perceptions erronées, telles qu'elles sont définies par le véhicule fondamental, ça veut dire même quelqu'un qui a éliminé la saisie d'un Atman, la saisie d'un soi permanent, unitaire et autonome, quelqu'un qui a éliminé la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel de la personne, même cette personne ne s'est pas débarrassé de l'ignorance, de la croyance en une existence intrinsèque des phénomènes. Cette personne conserve dans son continuum mental des états perturbateurs, des afflictions qui se manifesteront sous la forme d'émotions et de pensées. Par conséquent, cette personne ne peut pas avoir véritablement atteint la libération du samsara. Parce que cette personne n'aura éliminé que les couches superficielles du problème. Ouais. Ça, c'est super.
Ça, c'est super. C'est exactement ce qu'il faut comprendre dans ce passage de Shantideva qui va jusqu'à la strophe 48. Et ensuite, on va essayer de voir les stances qui suivent. OK. Et puis, on aura terminé pour aujourd'hui. Les trois autres stances, les trois stances suivantes poursuivent la comparaison entre les écritures du véhicule fondamental et les écritures mahayanistes. En effet, dans les écritures du véhicule fondamental, c'est le premier cycle, ouais, vous vous souvenez? Premier cycle. Et les écritures mahayanistes, c'est le deuxième et le troisième cycle, ouais? OK, Oui. très bien. Le commentateur indien, Prajna Karamati, affirme que Shantideva n'est pas l'auteur de ces trois strophes. Elles apportent en effet une faible contribution à la discussion qui précède. Donc c'est juste un ajout. Et il semble même qu'en tibétain, ce ne soit pas le même nombre de vers, le même nombre de pieds dans ces trois strophes. OK. Si vous acceptez les paroles qui sont en accord avec les sutras comme étant les paroles authentiques du Bouddha, pourquoi ne pas accepter la majorité des enseignements du Mahayana, qui sont eux aussi en accord avec ces sutras? OK. Donc c'est ce qu'on avait dit précédemment. C'est-à-dire que les Vaibhashika, par exemple, disent aux Mahayanistes, vos paroles, vos sutras mahayanistes ne sont pas la parole du Bouddha. Parce qu'ils enseignent des choses qui ne sont pas mentionnées dans le premier cycle. Ouais. Par exemple, les 6 perfections, les 6 paramitas ne sont pas mentionnées dans le premier cycle. Ouais. OK. Et donc, Shantideva, ou l'auteur qui a rajouté ces strophes-là, il y en a qui pensent que c'est Shantideva, il leur dit, pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas les paroles mahayanistes comme étant la parole du Bouddha? Parce qu'elles enseignent la même chose, dans la plupart des cas, que ce qui est dans le premier cycle. Au lieu de dire, OK, au lieu d'aller à la négative, pourquoi ne pas aller à l'affirmative? Ils disent, OK, les sutras mahayanistes ne sont pas la parole du Bouddha parce qu'ils enseignent des choses qui ne sont pas enseignées dans le premier cycle. Shantideva leur dit, pourquoi ne pas les accepter? Puisqu'ils enseignent beaucoup de choses qui sont enseignées dans le premier cycle. Ouais? Très bien. Ensuite, si vous réfutez l'ensemble du Mahayana parce qu'une partie n'est pas incluse dans son sutra, pourquoi ne pas accepter l'ensemble du Mahayana, comme les paroles du Bouddha, puisqu'une partie est identique à vos sutras? C'est exactement le même raisonnement. Et ensuite, les paroles qui n'ont pu être totalement comprises par Mahakashyapa, qui peut dire qu'elles sont inacceptables parce que vous-même ne les comprenez pas? Ok, là, c'est une critique de Mahakashyapa qui était le détenteur de la, comment dire, on va dire, le successeur du Bouddha pour la Sangha monastique. C'était le successeur immédiat du Bouddha. Donc, c'est un grand disciple du Bouddha. Et donc, ici, ça semble vouloir dire que même ce grand disciple du Bouddha n'a pas sondé toute la profondeur de la vacuité. Mais c'est difficile à dire parce qu'il a participé au concile, donc il était nécessairement un arat. S'il était un arat, il a nécessairement réalisé la vacuité prasangika. Ouais. Ok. Et donc, la vacuité, telle est la clé. Il semble y avoir de nouveau une légère différence entre les deux commentaires sur lesquels je m'appuie dans l'interprétation de la stance suivante, bien qu'à mon avis, ils aboutissent à la même conclusion selon laquelle un bodhisattva reste libre des deux extrêmes, l'extrême du cycle d'existence, le samsara, et l'extrême de la paix solitaire du nirvana, le nirvana individuel. Donc, sa synthèse s'appuie sur le commentaire de Khenchen Kumpel, dans la tradition Nyingma, Khenchen Kumsan Balden, ou Kumpel, c'est pareil. Un très très grand maître qui était un commentateur de ce chapitre-là et du texte en entier. Et l'autre, c'est de Minyak Kunsan Sonam, qui était plutôt dans la vue Gelugpa. Donc c'est intéressant d'avoir ces deux textes. Ils sont traduits en entier dans Comprendre la vacuité. Comprendre la vacuité aux éditions Padmakara, vous avez les deux commentaires ici. C'est exactement ceux sur lesquels s'appuie sa synthèse ici. Donc ça, vous pouvez comparer les deux. Très intéressant. Et on peut voir d'ailleurs que les deux sont très proches. Quand on étudie Khenpo Kumpel dans la tradition Nyingmapa, c'est très proche de ce que dit le Gelugpa aussi. Ok, très bien. Et donc on verra la prochaine fois la suite. Donc ce sera dans une ère cosmique, à peu près, plus ou moins. Et ce sera normalement le 14, non, le 16, c'est ça, le 16 octobre. Octobre, oui. Ok, très bien. Donc ça vous laisse le temps de réviser entre-temps et de lire 3 fois le texte. Et on pourra voir la suite la prochaine fois. Merci du fond du cœur, merci pour vos oreilles attentives et vos réactions. Merci à toi. Merci, Chinta. Merci, c'était avec grand plaisir. Et merci à Rosemary d'avoir été là aussi. Et à tout bientôt, alors à la prochaine. Ouais, à bientôt. Bonne soirée à tous.
À bientôt. Au Salut. revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir.